Test micro, 1, 2, 1, 2. C'est bon, on est bon. Ok, très bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais commencer traditionnellement par des petits remerciements. On est ravis de vous accueillir dans nos beaux bureaux aujourd'hui pour parler de l'impact environnemental lors de la réalisation des événements. C'est un sujet qui est à la mode ou pas tellement actuellement avec les dernières déclarations du gouvernement. Bon, ok, j'ai pas réussi à tenir plus de 2 phrases avant d'évoquer le sujet. Autant pour moi, je vais éviter. Je pense qu'on en reparlera un petit peu plus avec nos intervenants. L'objectif, vu que le sujet est vachement large et que la thématique et que le secteur également est très divers, c'est qu'on cadre un petit peu l'intervention et qu'on se concentre un petit peu sur l'aspect des gaz à effet de serre. Ça va être un petit peu notre fil rouge. Évidemment, les intervenants peuvent divaguer un petit peu s'ils le souhaitent, mais on va essayer de garder un fil conducteur sur l'ensemble de la matinée. Quoi d'autre? Je vais laisser les... Donc pour parler de tout ça, on a la chance d'accueillir un panel d'intervenants, d'experts et d'acteurs qui sont vraiment engagés sur la thématique. Je vais laisser les intervenants se présenter un par un. On vous laisse entre 30 secondes et 1 minute chacun pour vous présenter, si ça vous va. Bonjour, je suis Dan-Antoine Blanchapira, je dirige une agence de communication événementielle. Enfin, ça c'était un vent, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Je suis également cofondateur d'un collectif qui s'appelle Éco-Événements, qui date de 2004. C'est-à-dire que depuis 2004, un certain nombre de professionnels, qui ne sont pas forcément des experts, ont décidé de se regrouper pour voir comment améliorer les process, améliorer la filière, tout simplement, de façon concrète, de façon simple, et d'essayer d'engager non pas une démarche individuelle qui soit marketing, mais une démarche collective pour améliorer la filière. Et nous aurons peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Timing respecté. Bravo, Dan-Antoine. Béatrice Sistam, j'ai fondé il y a maintenant un petit peu plus de 10 ans un cabinet de conseil qui s'appelle Green Événements. Et chez Green Événements, on a une ambition, c'est de travailler avec tous ces acteurs qui sont organisateurs d'événements, mais aussi lieux d'accueil des événements, mais aussi collectivités, aussi toute la chaîne de prestations pour les aider à prendre en compte les enjeux de développement durable, dont les GES, les gaz émissions de serre, mais les gaz à effet de serre, mais pas seulement. On travaille effectivement aussi sur tout ce qui est économie circulaire, sur tout ce qui est impact social, sur tout ce qui est retombée économique pour les territoires. Et puis nous aussi, ça fait 10 ans qu'on accompagne la filière pour essayer de réfléchir au futur, à une manière positive d'impacter la société. Et puis peut-être que dans les semaines qui viennent, les sujets d'urgence vont essayer de comment être durables économiquement à l'aune de nouvelles situations qu'on n'avait pas imaginées. Exactement, ce que j'entends par durable. Bonjour, moi je suis Charles Gachet-Dieuze, je suis le cofondateur de Sequoia Écotournage, donc une société que j'ai créée il y a 2 ans. On fait du conseil et de l'accompagnement pour l'audiovisuel et donc plus particulièrement les tournages, donc que ce soit la publicité, les séries, les longs métrages. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir faire du conseil dans un premier temps pour essayer de réduire les impacts écologiques des tournages. Et dans un second temps, c'est de l'accompagnement. Donc on a créé un job qui s'appelle l'éco-manager, qui est une personne qui est sur les tournages pour accompagner vraiment la mise en place de toutes les préconisations qu'on fait. Donc voilà, on essaye d'être le plus dans le concret possible en accompagnant nos clients jusqu'à la fin. Et donc on est un peu plus jeune que vous, vu qu'on n'a que 2 ans. Voilà. Enchantée, je suis Anouk Fauveau, je travaille pour le Guide Fooding. Nous sommes un guide de restaurant à Paris et en France, mais nous sommes aussi un média et enfin une agence événementielle. Et étant donné que nous travaillons dans ce secteur qui est celui de l'alimentation, de la nutrition, et que c'est un peu notre cheval de bataille, on a dû ces dernières années faire un effort en termes d'événementiel pour proposer maintenant des événements qui sont beaucoup plus éco-responsables. Et on est en train de faire une transition un peu vers de l'événementiel le plus environnemental et éco-responsable possible. Bonjour, je suis Najma, je travaille pour le festival We Love Green, donc un festival qui aura lieu le 6 et 7 juin prochain. Effectivement, on est dans ce que Béatrice évoquait,
dans ces questions de durabilité et d'urgence et de mise en œuvre d'événements d'ampleur, puisque c'est une petite ville éphémère de 80 000 personnes qui doit se monter dans le cœur du bois de Vincennes, qui est un parc normé. Donc le challenge va être grand. On est un festival donc, qui est pluridisciplinaire et on travaille sur les questions de sensibilisation énormément et de communication environnementale auprès à la fois des festivaliers, des partenaires, des prestataires et également des artistes. Mais on reviendra sur les différents impacts qu'on mesure. Non, c'est bon. Pardon, je croyais que... Voilà, on va essayer de ne pas faire un tour de table de tout le monde, on va juste se concentrer sur les intervenants. Ok, merci à tous, vous avez tous bien réussi l'exercice. Du coup, là, pardon. L'objectif, c'est qu'on apporte un point de vue un petit peu critique sur le secteur de l'événementiel d'un point de vue des impacts environnementaux, mais aussi qu'on vous délivre quelques bonnes pratiques, quelques actions concrètes avec lesquelles vous pourrez repartir chez vous. Donc ça va être la mission un petit peu de la matinée. Et également, on est à l'heure du numérique, vous avez l'occasion de poser vos questions via la plateforme, l'interface internet sli.do, avec le code ECODEV. Donc vous n'avez pas besoin de noter vos questions et les dire à la fin. Vous pouvez rentrer directement les questions sur cette plateforme et moi je les reçois et je les choisirai à la fin pour pouvoir les poser à nos intervenants. Pour ceux qui ne sont pas très numériques et qui n'ont pas envie de passer par ce canal et qui privilégient l'humain, il n'y a pas de souci, on prendra également un temps pour faire un question-réponse assez classique à la fin de l'intervention. Voilà pour les questions logistiques. On va passer à la première thématique et on va essayer de faire un petit peu un retour en arrière sur les 10-15 dernières années, sur savoir quelles sont les grandes tendances sur les enjeux environnementaux d'après vous. Voilà, peut-être plus les avis de nos experts, de nos cabinets. Voilà, quelles sont les tendances, quels sont les engagements pris par les différents clients. Est-ce que vous avez vu une modification des comportements ou voilà, on est toujours aux prémices de ces enjeux? Historiquement, je rappelle, dans les années 90, lorsqu'on avait enfin trouvé du papier recyclé qui passait en imprimante laser et qui nous coûtait 40% plus cher que du papier entre guillemets normal, les clients nous regardaient mais en disant « vous n'avez pas les moyens de vous payer du vrai papier ». Enfin, c'était vraiment une considération complètement ésotérique. Et 2004, à nos débuts de la démarche, vraiment, c'était pas du tout une demande. Il y a eu un premier sursaut dans les années 2007-2008 avec la non-candidature de Nicolas Hulot, qui a fait orienter le débat sur l'environnement et sur le film d'Al Gore qui était sorti à ce moment-là. Mais là, c'était de l'écolo chic, c'est-à-dire que les clients venaient vers nous en 2008-2009 en nous disant « écoutez, on voudrait faire un événement vert puisque c'est très tendance ». Et donc ça a duré 2 ans. Il n'y avait aucune démarche de fond, aucune réflexion. C'était vraiment, il fallait que tout soit vert. Et donc, 2010, ça commence à baisser puisque phénomène de mode. Donc, on cherche autre chose. 2011-2012, une nouvelle notion qui apparaît, la RSE. Donc, les gens découvrent que c'est autre chose et s'engagent vers la RSE. Mais c'est très différent depuis 1 an, 2 ans, où il y a une vraie prise de conscience. C'est-à-dire que la prise de conscience, elle n'est plus pour un événement, entre guillemets, vert, mais pour améliorer sa démarche. Donc, en ce moment, il y a une réflexion, il y a une demande, elle est encore trop limitée. Je pense que nos clients sont trop frileux. Je pense que ça viendra d'eux. Tant que les clients ne mettront pas la barre plus haut sur une vraie démarche, puisque c'est bien d'avoir des entreprises qui clament leur engagement, mais qui se limitent au niveau d'un appel d'offres, en ce qui nous concerne, agence d'événements, de demander du papier recyclé pour les invitations, ce n'est pas assez. Donc il faut monter le niveau. Ça manque peut-être de critères, de labels, Béatrice nous en parlera, mais il faut que les annonceurs puissent monter l'exigence pour que les agences s'y mettent. Et là, les agences ont tendance à engager le mouvement, puisqu'il y a une prise de conscience collective. Ok, merci. Un autre point de vue? Alors je rejoins un petit peu ton historique depuis 2004, 2007, etc. Donc Green Événement, on existe depuis 2009. Très clairement, pendant 8-9 ans, donc nous on fait que du conseil en développement durable, que pour le secteur de l'événementiel.
Donc du coup, pendant 8-9 ans, on accompagnait effectivement quelques structures du marché, mais ce n'était pas une tendance de fond, parce que nous, l'accompagnement qu'on fait, c'est effectivement pas pour les gens qui demandent du vert pour faire beau, ou du green, mais c'est des gens qui souhaitent complètement repenser leur modèle et imaginer d'autres manières de se rencontrer. Donc c'était assez confidentiel. Il y a effectivement eu un moment qui a été assez significatif dans la filière, c'est en 2012, parce qu'il y a une norme ISO qui est sortie dédiée à l'événementiel durable. Donc c'est l'ISO 20121, en anglais c'est 2012-1, parce que donc elle a été créée en 2012 lors des JO de Londres. Et cette norme, elle permet d'avoir une méthode, de mettre en place un système de management pour repenser tous ces impacts événementiels et puis travailler de manière un petit peu différente. Donc ça, c'est déjà un premier critère, de voir ceux qui s'emparent réellement du sujet, sachant qu'elle peut aussi bien s'appliquer à l'organisation d'un événement, mais aussi à la manière dont une structure tout entière travaille. Donc aujourd'hui, on a des traiteurs, on a des lieux événementiels, on a des agences qui s'engagent là-dessus. Juste peut-être un petit mot, c'est qu'il y a eu un vrai point de flexion, et ce point de flexion, c'était il y a moins d'1 an. Donc tout le monde me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? La réponse, je n'en sais rien. Je pense que c'est peut-être ce qu'on appelle le point de bascule, avec une multitude de facteurs, les gens qui ont de plus en plus d'informations dans les médias, on en parle plus, des changements climatiques qui sont peut-être plus perceptibles par chacun d'entre nous. Dans notre filière, le fait que, même si ce n'était pas une majorité d'acteurs, on est quand même une filière qui, effectivement, depuis 2004, 2007, 2008, en tout cas, les associations du secteur poussent les différentes entreprises à se poser la question. Donc je pense que finalement, elle était assez mature et puis prête à accélérer. Ce qui a changé depuis 1 an, c'est qu'avant, c'était uniquement, de mon point de vue, principalement les prestataires de la chaîne événementielle qui s'engageaient. Donc les traiteurs, les standistes, les lieux. Et par contre, il y avait une demande plutôt faiblarde de la part aussi bien des annonceurs, je m'en excuse pour ceux qui sont là, c'est pas le cas de tous, mais je parle en généralité, des organisateurs de gros événements. Et depuis 1 an, c'est quand même en train de changer. Alors, c'est pas systématique, mais les demandes sont de plus en plus concrètes, de plus en plus exigeantes et de plus en plus vérifiées. Vu que la chaîne de prestations avait quand même commencé à se poser un certain nombre de questions et que les associations étaient prêtes, il y a une accélération absolument incroyable. Et puisqu'aujourd'hui on parle de gaz à effet de serre, c'est aussi un sujet qui effectivement avait un peu fait plouf, parce qu'il y avait une espèce de mode 2007-2008, tout le monde payait des gens certifiés, calcul carbone, ça leur coûtait une blinde par événement, et puis finalement ils ne savaient absolument pas quoi en faire, donc du coup ils ont arrêté, ils ont dit le développement durable c'est nul, ça prend du temps, ça ne sert à rien, comme si le développement durable c'était de calculer ces gaz à effet de serre. Donc certes, c'est un sujet important, il y a plein d'autres choses à prendre en compte. Sur ce point précis, on voit une recrudescence des demandes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et là c'est depuis quelques mois, c'est quasiment systématique. Quand on fait appel à nous sur l'organisation d'un événement éco-responsable, on nous demande à aider à calculer l'impact en gaz à effet de serre. Alors là aussi, la profession s'est dotée d'outils, notamment Unimev, qui a lancé il y a quelques années un calculateur qui s'appelle Cléo, et qui permet de manière gratuite pour les organisateurs d'événements qui font des événements alors dans des lieux qui font partie de la fédération Unimev. Il y en a pas mal, il y en a qui sont, dans la salle, donc de calculer ces impacts. Donc là-dessus, vraie accélération, et je pense que vous en parlerez après sur les différentes méthodes de compensation. Et peut-être une deuxième tendance dont on entend énormément parler, c'est bien sûr les déchets, ou l'absence de déchets. Et aujourd'hui, quasiment, pas quasiment, c'est plusieurs fois par semaine, on nous demande à être en mesure de créer des événements zéro déchet. Ça, c'est des choses qui sont possibles. On sait le faire, notamment depuis qu'il y a quelques années, la loi a rendu ça possible pour tout ce qui est déchets alimentaires, les surplus alimentaires. Il y a quelques années, on se mettait en risque juridique. Aujourd'hui, c'est possible. Il y a des structures qui ont été créées qui délègue, en fait, à qui vous pouvez déléguer cette partie. Donc déjà, une partie du sujet qui peut être traitée. Et puis après, sur tout le reste de l'événement, là aussi, les différents corps de métier se sont emparés du sujet. Donc je dirais que c'est vraiment, sur la partie environnementale, les deux tendances fortes. Et les gens sont plus dans la demi-mesure. Je pense qu'il y a une espèce de fatigue. Déjà du grand public, des participants. Les gens ont besoin de cohérence et ils ne veulent pas qu'on fasse un petit effort ici, un petit truc là. On ne comprend pas si c'est vraiment sérieux ou si c'est juste du greenwashing et des excuses.
Donc ce qu'ils attendent, c'est on mesure vraiment de manière sérieuse les impacts, le gaz à effet de serre de l'événement, on compense, surtout on commence par diminuer, on compense ce qui reste. Et sur l'économie circulaire, ce n'est pas des demi-mesures. Si on vise, on tend vers le zéro déchet. Très bien. Merci beaucoup, Béatrice. C'est vrai que si on avait fait l'événement, je ne sais pas, il y a 3 ou 4 ans, je ne sais pas si on aurait eu autant de monde dans la salle. Donc ça va peut-être, ça abonde un petit peu dans ce que tu dis. On va faire un petit cas concret, un jeu de rôle. On va dire que je suis nouveau dans le secteur de l'événementiel et j'ai envie de créer des projets avec le moins d'impact possible. Voilà. Quels sont un petit peu les conseils que vous me donneriez pour structurer ma démarche, pour commencer du bon pied, on va dire, si on commence vraiment de zéro? Parce que je pense que c'est le cas de certaines personnes dans la salle qui commencent de zéro, donc on va leur mâcher un petit peu le travail. Quels conseils vous donneriez pour se lancer? Bon, j'ai le micro, je le garde, je vais faire très court. Déjà, bravo, si vous êtes nouveau dans l'événementiel. C'est pas le moment, hein. Si vous avez le choix, là, les 2 prochains mois vont être un peu difficiles. On va être un petit peu calme, mais c'est bien pour monter en compétence et pour poser des bonnes bases. Voilà. Parce que là, effectivement, on parle d'impact négatif, ce qui est toujours un petit peu compliqué et ce qui a aussi, je pense, contribué à faire que ça mette un petit peu de temps à jaillir parfois dans le secteur. Mais en fait, on a un métier extraordinaire. On est le métier, on crée de la rencontre. Je lisais dans une tribune il y a quelques jours, est-ce que c'est pas ça finalement le sel de la vie, que ces rencontres humaines qu'on cherche tous d'une manière ou d'une autre. Et en tant qu'organisateur, vous avez la chance d'être ceux qui organisent la rencontre. Donc c'est un métier d'une richesse incroyable. Il y a beaucoup de gens qui cherchent du sens aujourd'hui. Je pense que vous avez la chance d'avoir du sens dans vos métiers. Et vous avez une encore plus belle chance, c'est de le faire de manière responsable. C'est ce à quoi vous engage. Alors, très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire se former à ces sujets. Ça veut dire, je vous ai donné 2 pistes. Aujourd'hui, c'est possible. Si vous commencez aujourd'hui, ne faites jamais un événement qui ne vise pas le zéro déchet. Ne faites jamais un événement qui ne calcule pas son impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre et les compense. Voilà. Commencez sur le bon pied. Ça va être de toute façon ce qui va se passer demain. Vous avez un métier extraordinaire. Contribuez à le rendre merveilleux. Ok, merci. Bien fait de garder le micro, du coup, Béatrice. Moi, je voudrais dire que, en fait, le plus important, c'est la volonté. Ce qui bloque les mécanismes de mise en place, ce n'est pas un quelconque point technique. Ce n'est pas le coût, c'est juste le manque de volonté. Donc, si vous avez la volonté de le faire, c'est très bien. Et il ne faut pas le dissocier. Nous, un événement, ce n'est pas une abstraction. Il a une mission. Nous sommes une agence professionnelle, donc il a une mission de communication. Et on n'a jamais gagné un projet qui était vert, mais pas bon d'un point de vue communication. On n'est pas une agence verte, on est une agence créative qui fournit une solution à une problématique. Donc, on ne nous a jamais dit, écoutez, votre projet, il n'est pas terrible, mais il est vert, on va vous choisir. D'abord, il doit être intelligent, d'abord, il doit être créatif, d'abord, il doit être au bon prix. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'accessoirement, il soit également dans une démarche la plus éco-respectueuse ou la plus respectueuse tout court possible. Donc, comment commencer? Il y a plein de choses. Peut-être que l'aboutissement ou le niveau supérieur, c'est un label ISO, mais il y a d'autres démarches. Si vous allez sur le site eco-événement.org, qui est gratuit, il n'y a rien à vendre, c'est juste ce que les professionnels ont mis en œuvre. Vous avez d'abord un éco-guide. Donc, c'est les grands principes tout simples à mettre en œuvre de façon très pragmatique. Vous avez des outils comme celui qui a été créé avec l'ADEME, qui s'appelle ADER, qui est un autodiagnostic au travers de 184 questions sur 6 thématiques. Et chaque fois qu'on vous posez une question, vous vous questionnez et vous voyez qu'est-ce que vous pouvez faire. Il y a des liens, c'est une sorte de feuille de route. Donc c'est très utile. Adhère sur le site eco-événement.org. Vous avez un autre outil qui est RSE événement qui est aussi une feuille de route, mais pour les structures, pour votre entité, que ce soit une agence interne chez l'annonceur ou une agence d'événements ou un prestataire technique. Vous avez une charte de l'accessibilité qui fait aussi partie de la responsabilité. Vous avez des outils très pragmatiques, mais Sequoia nous en parlera aussi. Vous avez une fiche technique EcoProd qui a été faite sur les décors avec l'organisme EcoProd. Vous avez plein d'outils et ça vous permet de monter en sensibilisation, monter en compétences. Il y a un label qui est extraordinaire qui s'appelle PrestaDD, qui a été fait par le Sympaz, qui est un vrai outil pour les entreprises de la filière. Et puis, vous avez d'autres outils comme ISO 20121.
Effectivement, j'oublie d'en parler, c'est quand même dommage. On organise les 30 et 31 mars prochains, et vous êtes partenaire Ecodev, un événement qui est dédié au sujet. Donc c'est à la Cité Fertile, ça s'appelle le Y, il y en a un certain nombre qui connaissent bien ici, c'est la 4e édition. Et donc, en partenariat avec l'ensemble des associations du secteur, qui sont aussi bien les associations de prestataires, les traiteurs, les lieux, etc., mais aussi les associations d'annonceurs, de ceux qui organisent, l'Union des marques, l'UDA, le C3D, GBTA. On réunit les différents membres de la filière pour parler de développement durable. On fait aussi venir pas mal de gens hors filière, des politiques, des influenceurs, pour mettre le why. Le why, ça veut dire le bazar en marseillais. Donc c'est avec grand plaisir, si le sujet vous intéresse, qu'on vous accueillera. C'est un événement qui est payant, mais je vais demander tout de suite qu'on crée un code pour Ecodev. Donc ça, je vais vous le donner et je le créerai. Donc ça sera Ecodev Y en un seul mot, tout en minuscule. EKODEVOUAI tréma, et ça vous permettra d'avoir un tarif partenaire, et je le lance tout de suite. C'est beau. Sous vos yeux. Le partenariat s'est fait sous vos yeux. Waouh. Charles, du coup. Mais écoutez, moi sur la partie tournage, qui est donc une forme d'événement, de micro-événement un peu plus sur la longueur. Nous, ça fait donc... Dan, tu as parlé d'EcoProd, qui existe depuis une dizaine d'années maintenant, qui essaie de travailler justement à donner des bonnes pratiques et des fiches de bonnes pratiques pour les productions. Nous, malheureusement, on est un petit peu plus lent à la détente dans l'audiovisuel. On a un peu de mal à s'y mettre. Nous, quand on a créé Sequoia il y a 2 ans, on s'est vite dit que ça allait pas marcher, qu'en fait on n'aurait pas de clients parce que ça n'intéressait pas grand monde. Donc pour plein de raisons, que ce soit des raisons de temps, de logistique, d'argent, de volonté bien évidemment. Et en effet, ça a changé depuis 1 an parce que là, on a beaucoup plus de clients et maintenant ça décolle. Après, je vous dirais pas qu'on est au niveau de l'événementiel non plus parce que c'est quand même encore une niche dans une niche. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez sur la manière d'aborder un événement, donc un tournage en l'occurrence, moi je pense que c'est très important de garder en tête, et c'est ce qu'on explique à nos clients, que l'important c'est le tournage, c'est qu'ils doivent faire d'abord un tournage, et voilà, si on commence à leur dire oui mais ça va être un tournage vert, ça va être génial, tout ça, non, là on perd tout le monde. C'est de leur dire voilà, vous allez continuer à faire des films, à créer des œuvres, mais par contre nous on va être un peu sur le côté, on va vous accompagner dans cette démarche pour que ça soit le moins impactant possible. Mais sans toucher à la valeur artistique du projet, parce que sinon là on perd tout le monde. Et en effet, c'est impossible d'aller voir quelqu'un et de leur dire bon on va faire un film qui va être tout pourri, par contre il va être super green, ça va être génial. Là ça fonctionne pas. Donc voilà, c'est important de garder ça en tête, et vous l'avez en effet très bien résumé. Donc le conseil là, ça serait garder à l'esprit quand même la finalité un petit peu de ce qu'on veut faire pour réussir à convaincre et impliquer les parties prenantes du projet. Oui, parce que de toute façon, il faut être honnête, il n'y a quand même pas beaucoup aujourd'hui de producteurs qui sont très engagés. Et donc, si on veut engager toutes les parties prenantes, mais en commençant par les dirigeants, si on leur parle de problématiques RSE, de développement durable, de tout ce qu'on va mettre en place, là, tout de suite, on les perd en fait. C'est trop compliqué. Voilà. C'est en train de changer en effet. C'est pour ça que là, comme tu disais, la bascule, elle a eu lieu il n'y a pas longtemps, parce qu'entre il y a 1 an et maintenant, ça n'a quand même rien à voir. Mais l'important, c'est de leur dire que c'est vraiment, ça va être le moins ennuyant possible pour eux. C'est-à-dire que le projet va exister, va avoir lieu. Ça ne va pas être compliqué, ça ne va pas être plus cher. Enfin, on essaie de ne pas trop le dire, mais bon, des fois, ça peut l'être un petit peu. Et voilà, on va essayer d'impliquer le plus de personnes possible et de respecter le travail de tout le monde en limitant toutes les externalités qui peuvent être négatives. Parce que sinon, la production ne s'engagera pas sur une démarche éco-responsable dans ce cas-là. Excusez-moi, je voudrais juste compléter. Ce n'est pas un frein, c'est au contraire une forme de créativité. C'est-à-dire, si on est capable de réinventer ces process, c'est qu'on est capable de faire preuve de créativité à tous les niveaux. Donc, ce n'est surtout pas un frein. Et notre plus grande satisfaction, nous, à l'agence, c'est quand on gagne un prix de communication pour sa créativité en ayant mis en œuvre un événement éco-responsable. Ce n'est pas incompatible. Il n'y a pas les événements verts d'un côté et les événements créatifs de l'autre. Et c'est toi qui pilotes l'organisation des trophées sur le Y, donc vous ne pourrez pas gagner de prix. Mais par contre, vous pouvez aller voir après Dan-Antoine si vous avez des jolis projets à présenter. Ok. D'autres conseils pour m'aider à structurer ma démarche en tant que novice dans l'événementiel ? Alors, un conseil qui est peut-être un peu moins sur les outils, que mes voisins ici connaissent beaucoup mieux que moi, mais en tant qu'agence qui essaye justement de faire cette transition vers des événements plus verts, plus éco-responsables,
Nous, ce qu'on se fixe comme un peu le nerf de la guerre, c'est de faire aucun événement gratuit. Et quand je dis gratuit, je veux dire il faut qu'il y ait un message à faire passer. On ne fait pas un événement pour faire un événement. Et c'est vraiment ça, avant tout, qui, pour nous, est l'impact sensé qu'on fait qu'on organise un événement. Tout est pensé, il y a toujours un message à faire passer. Et c'est pour ça qu'on vient nous voir, et je reprends le terme créatif qui a été utilisé par mes voisins. L'événement, il est vert, mais il n'est pas que vert, il a un message à faire passer, et tout cela, ça va ensemble, et c'est ce qui fait que, en tout cas pour nous, en gros, c'est le nerf de la guerre de l'événementiel, ne rien faire de gratuit, et toujours essayer de mettre du sens dans ce qu'on organise. Ok, super. Najma, un dernier conseil, un dernier cadeau pour moi? Je rejoins totalement tout ce qui a été dit par mes camarades. Pensez aux 3 piliers, pilier social, pilier économique et pilier environnemental. Surtout ne pas oublier les piliers qu'on a tendance à laisser un petit peu de côté, qui sont le social et l'économique. C'est très important pour la viabilité du projet, justement, et encore plus s'il a un impact et un sens. Ok, merci. Très bien, on va peut-être s'arrêter sur quelques retours d'expérience, parce que je sais que vous avez tous plein de super anecdotes à nous raconter ou savoir comment vous fonctionnez. On va peut-être commencer par le fooding. Déjà, qu'est-ce qui vous a fait venir à vouloir entamer cette transition? Est-ce que c'est venu uniquement en interne, en externe? Voilà, et comment concrètement vous faites cette transition? Comme je le disais tout à l'heure, nous, on évolue, et notre cheval de bataille, c'est la gastronomie, la nourriture, la nutrition, la restauration. Donc, c'est un secteur qui, obligatoirement, est voué à évoluer et à devenir de plus en plus vert, parce qu'on le sait tous, aujourd'hui, c'est un des secteurs, si ce n'est le secteur le plus polluant. Donc, au départ, c'était un besoin interne, une volonté interne, que de faire des événements de plus en plus éco-responsables. En tant que guide de restaurant, on a à cœur vraiment de toujours mettre en avant ce qu'on appelle le goût de l'époque, et on ne peut pas parler aujourd'hui de goût de l'époque si on ne parle pas de ces chefs qui font des efforts dans leur restaurant chaque jour pour être de plus en plus verts, pour réimaginer leur façon de cuisiner, leur façon de consommer, notre façon de consommer. Donc, au départ, ça a vraiment été une problématique qu'on s'est posée en interne. Et d'ailleurs, ça reprend un peu la chronologie dont on parlait tout à l'heure. Je pense que vers 2007-2008, on a commencé nous-mêmes à essayer de faire des efforts en termes d'éco-responsabilité sur nos événements. Et finalement, il y a 2 ans, ce qui nous a vraiment fait switcher, c'est les demandes de nos clients qui, de plus en plus, eux aussi, nous ont demandé d'être sur des événements non pas simplement avec un aspect éco-responsable, mais qu'ils le soient à 360 degrés. En tant qu'agence assez créative, je pense qu'on est venu vers nous parce que on ne va pas, c'est pas parce qu'on fait un événement vert qu'on doit faire quelque chose qui est moins dans l'air du temps, qui a moins de goût, qui est moins glamour ou moins chic. C'est absolument pas un souci. Et du coup, voilà, je pense que c'est vraiment aussi nos clients ces dernières années qui nous ont poussés à en fait aller un peu dans nos retranchements et avoir cette transition vers un événementiel plus éco-responsable et plus vert. Ok. Et dans les faits, comment ça se traduit? Dans les faits, comment ça se traduit? Alors, il y a justement cet événement qu'on organise depuis maintenant 2 ans avec vous, Ecodev, qui s'appelle Zéro Carbo, qui est un événement qui a donc un impact carbone égal à 0. Pour l'imaginer, nous qui sommes novices un peu du secteur, qui ne connaissons pas aussi bien que tous mes voisins ici les problématiques de l'éco-responsabilité dans l'événementiel, on a décidé de déconstruire en fait la façon dont on organisait un événement. Donc on s'est dit qu'est-ce qui entre en jeu? Alors avec Ecodev, on a déconstruit tout ça. Qu'est-ce qui entre en jeu quand on organise un événement? Il y a une partie scénographie, il y a une partie coordination, logistique, production. Il y a bien sûr pour nous la partie très importante de la restauration, la musique. Voilà, on a déconstruit tous ces postes pour essayer d'y voir un peu plus clair. On a fait un calcul ensemble avec Ecodev de chacun de ces postes et de l'impact carbone qu'avait chacun de ces postes. Et petit à petit, on s'est posé des questions très terre à terre. Comment
en gros, faire chuter l'impact carbone de chacun de ces postes. Et ça, c'est un travail qu'on fait chaque jour grâce à une recherche de prestataires, qu'on fait chaque jour avec les chefs avec lesquels on travaille, qui imaginent de nouvelles façons de proposer à manger, de nouvelles façons de manger. Voilà, je pense qu'à 360 degrés, on a essayé de faire un effort grâce à vous et grâce justement à ce calcul qui nous a permis d'y voir un peu plus clair et de ne pas se laisser... pas être accablé par ce que ça veut dire que de faire une transition écologique en tant qu'agence événementielle qui, au départ, n'est pas spécialisée dans ces problématiques-là. Ok, merci. Najma, tu veux prendre le relais? Alors, pour revenir un petit peu sur l'historique, le festival We Love Green, il a été créé et conçu par une femme qui avait une sensibilité dès le départ environnementale et qui a décidé de créer d'avoir dès le départ une sensibilisation, d'avoir donc dans le nom effectivement quelque chose qui fasse ressurgir cette idée d'éco-responsabilité. Donc c'était il y a plus de 10 ans maintenant. À l'époque, il y avait effectivement très peu d'événements d'envergure qui proposaient des solutions. Donc ça a été un travail de longue haleine et de recherche et de développement pour essayer de trouver des solutions. Les solutions n'existaient pas. Nous sommes arrivés dans un bois normé, où on ne pouvait pas circuler donc, avec des camions ou autres. On n'avait pas d'énergie, pas d'accès au fluide. Donc déjà, le choix du lieu est primordial dans la construction de votre événement. Quand on se retrouve face à ces contraintes, on va chercher des prestataires qui peuvent répondre à ces solutions. Ils n'existaient pas en France. Les panneaux solaires en location en France n'existaient pas, ni même à Paris. Donc nous avons dû nous poser des questions, essayer de faire évoluer la filière. Donc on est allé en Angleterre, ce qui, dans l'impact carbone, avait forcément un impact, un indice pas très cohérent. Par contre, ces nouvelles solutions qu'on est allé chercher, ces innovations technologiques, elles nous ont permis de faire changer la filière aussi locale, puisqu'on voit aujourd'hui que nos prestataires énergétiques et énergéticiens ont pu tester à grande échelle, par exemple l'an dernier, un groupe à hydrogène vert pour la première fois sur un grand événement. Donc on a testé un groupe à hydrogène vert avec de l'électrolyse et un groupe qui a été... avec de l'électricité qui vient de Fontanelle, en éolien. Donc on a pu vraiment faire des tests grandeur nature. Et donc on est devenu un laboratoire et un bêta-test pour justement ces entreprises qui avaient peur de s'engager au départ, étaient réticents. On teste de l'huile alimentaire recyclée pour tout notre food court, puisqu'on a une 50aine de restaurants qu'on sélectionne avec un appel à candidature également. Et notre charte qui permet effectivement du coup de remonter toute la chaîne. On a décidé que nos restaurateurs qui donnaient de l'huile vierge ou usagée à notre prestataire, on devait utiliser cette huile en circularité l'année d'après et donc du coup tenter de mettre dans nos générateurs l'huile alimentaire recyclée. Donc on travaille en circularité depuis de nombreuses années sur des tests et des petits éléments de la production du festival. On le fait sur tout ce qui est eau, énergie, transport, puisqu'on a créé une espèce de calculette carbone avec Pur Projet et Codev, justement pour que les artistes soient de plus en plus sensibilisés par rapport à leur tournée. Donc on va faire un lancement de cette plateforme dans les quelques jours qui arrivent. Et si vous voulez, je pense que c'est effectivement toute cette idée de travailler sur chaque point, puisqu'on récolte énormément de data. On a un bilan carbone, mais on a aussi Greener Festival qui vient nous auditer depuis 10 ans pour vérifier sur place nos factures, quels sont nos prestataires, notre modèle de travailler. Et tous ces éléments, ça fait qu'on récolte énormément de données et à un moment donné, on ne sait plus quoi en faire. On se dit, mais en fait, comment je centralise tout ça et quel est vraiment en fait, l'impact de mon événement? Parce que si on me dit 632 tonnes CO2, bon, génial. Qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je dis au public? Bon. Donc voilà, c'était travailler à la fois sur la diminution de l'impact, mais aussi quel était l'impact de la sensibilisation versus l'impact carbone. Parfois, on a fait des choses qui étaient peut-être pas les plus cohérentes en termes d'impact énergétique ou d'impact de gaz à effet de serre, mais par contre, qui avait beaucoup plus d'impact sur les consciences et sur la sensibilisation du public. Et on l'a vu sur le compost. Quand on a lancé notre système de compost à Paris, il n'y avait pas de filière de compost ou de méthanisation, ou très peu. Donc on a eu du mal, on a acheté de la vaisselle compostable qui n'était pas forcément compostée la première édition. On a trouvé la filière, on a fait changer avec la mairie du 12e et la ville de Paris
les camions, on les a détournés pour qu'ils puissent récupérer la vaisselle et composter réellement la vaisselle du festival. Donc c'est un petit peu toutes ces actions. Aujourd'hui, on entame une démarche de certification ISO 20121 pour effectivement permettre à ce laboratoire d'innovation d'avoir un management et de pouvoir travailler sur un management responsable 360. On travaille beaucoup sur l'accessibilité et le social qui faisait partie des éléments un petit peu moins mis en avant par l'équipe organisatrice, qui est pourtant totalement paritaire. Et voilà, donc on a des exemples économiques qui démontrent effectivement que même si parfois ça a coûté plus cher, en tout cas nous on a investi beaucoup, donc pour nous ça coûte plus cher et pas forcément aujourd'hui, mais on se rend compte par exemple que supprimer les bouteilles d'eau en plastique vendues au grand public, ça a eu un impact positif sur la consommation de bière depuis que l'eau est gratuite sur le festival. Donc voilà, tout n'est pas perdu. Oui, je crois que Dan-Antoine voulait réagir. Je voudrais dire que Wheel of Green est un super festival, un super laboratoire pour le métier. Et je trouve ça effectivement intéressant de voir à quel point il a proposé un modèle économique pour de nouveaux prestataires qui ont pu s'engager, développer des panneaux solaires pour des systèmes de sonorisation, etc. Donc c'est très bien, il faut compiler tout ça, il faut faire des fiches, il faut partager cette expérience. Nous, on a quelques exemples très concrets. Notre laboratoire à nous, c'était le congrès HLM. Le congrès HLM, c'est le plus gros congrès annuel itinérant de France. C'est 30 000 personnes, 30 000 mètres carrés d'exposition. Donc c'est gigantesque. C'est 6 halls dans un parc d'expo à construire entièrement une ville en 4 jours, 3 jours d'événements et on démonte en 24 heures, 36 heures. Quelques exemples parlants. Nous avons mis 4 mois à identifier un produit qui remplace les bols en plastique pour les salades des brasseries. Donc on a ramé et on a finalement trouvé des bols en bambou. Et nous avons fait un bilan carbone avec Ecodev et nous avons appris que grâce à ce switch, nous avons économisé 94% d'impact carbone. Le problème, c'est qu'au bout de 4 mois d'essai, un coût supplémentaire, ça ne représentait au total que 1,5 kg. Donc ce n'est pas très rentable d'un point de vue économie. À l'inverse, nous avions un client qui voulait 30 000 m² de moquette. La moquette, c'est une des plus grosses cochonneries, puisque comme elle est toute fine pour tenir que 3 jours, il y a une sous-couche qui est associée, et cette sous-couche, elle est nocive, on ne peut pas l'incinérer. Donc qu'est-ce qu'on fait? On récupère 30 000 m² de moquette, on les plie, on les enfouit et on fait des belles collines de moquette. Donc c'était un vrai problème. Et nous avons trouvé, au moment où Sommer sortait sur le marché, la première moquette recyclable. Recyclable, ça veut dire qu'elle est récupérée en fin d'événement et transformée en billes de plastique pour resservir à créer une deuxième ligne de produits. Donc c'était un peu le monde à l'envers, puisque nous essayons de convaincre le client, déjà la première chose, de ne pas mettre de la moquette partout. Et donc, nous avons réussi, au bout d'une négociation, puisque notre métier, ce n'est pas de vendre de la moquette, c'est d'accompagner un événement pour qu'il soit réussi, c'est de baisser de 30 000 à 26 000 et dans un dernier sursaut, de tomber à 23 000 m² de moquette. Donc ça, c'est bien. Déjà, la première chose, c'est de réduire là où on n'a pas besoin. La deuxième chose, c'est de mettre en place cette moquette recyclable, mais qui avait un coût. Pas tellement dans l'achat, puisqu'on l'avait négocié, mais pour pouvoir récupérer une moquette, il faut la nettoyer. On n'a pas le temps de la nettoyer sur site, donc il faut la nettoyer hors site, et ça coûtait 10 000 €. Donc ça coûte plus cher. Eh bien, à côté de cela, nous avons réussi à dématérialiser une partie de la documentation. C'était des piles de dossiers d'inscription, des choses inutiles, qui ont été dématérialisées. Nous avons fait 40 000 € d'économie sur les impressions. Et donc, nous avons pu allouer 10 000 € pour la moquette et garder de la réserve pour la restauration. C'est pour ça que, effectivement, il y a peut-être certains postes qui coûtent un peu plus cher. Après, juste pour terminer sur la moquette, c'est sans doute avec le transport la meilleure décision que nous avons prise, puisque ça a réduit de 30% notre impact carbone uniquement en changeant cette moquette, en réduisant et en utilisant une moquette recyclable. Donc il y a des coûts en tant qu'organisateur, comme disaient mes confrères, il y a sans arrêt des arbitrages de finalité de communication, des arbitrages de délai, des arbitrages de coûts, des arbitrages de sécurité. Et notre souhait, c'est que
le respect environnemental soit au même niveau que ces postes sur lesquels on ne peut pas sacrifier. La sécurité, aucun organisateur ne peut la sacrifier. Eh bien, il faudrait que ça soit la même chose au niveau de l'environnement. Et vous voyez qu'il y a des décisions. C'est parfois balayer 200 postes budgétaires, 200 lignes qui impliquent un événement et de voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Alors, je ne partage pas tout à fait ce point de vue. Il peut y avoir des postes plus chers, comme je viens de l'expliquer. Nous, l'Union sociale pour l'habitat, lorsque nous avons gagné l'appel d'offres, le débat de l'environnement n'était pas à l'ordre du jour. C'est nous qui avons été voir le client en disant, voilà, vous êtes le congrès le plus emblématique, vous ne pouvez pas ne pas prendre en compte l'environnement. Et après moult débats, 15 personnes en réunion, etc., ils sont arrivés à la conclusion, OK, on vous laisse faire à une condition. 0% d'augmentation. Donc nous avons pris sur nous le fait de faire ce travail. C'était aussi un laboratoire et c'est aussi notre contribution. Mais comme je vous l'expliquais, il y a des postes qui vont augmenter. Certains produits alimentaires coûtent un peu plus cher, encore que les produits locaux et de saison coûtent moins cher. Les produits bio peut-être un peu plus chers. Mais vous arbitrez en permanence et vous faites des choix. Et ces choix-là, quand on réduit la moquette et on fait une économie, quand on réduit les impressions, pas toutes, mais qu'on fait à bon escient ce qui doit être imprimé et ce qui ne doit pas être imprimé, eh bien, vous gérez un budget et je vous garantis que vous pouvez arriver à peu près 0 sans aucun problème. C'est des choix et c'est une maîtrise à mettre en œuvre. Alors là-dessus, c'est un petit peu notre quotidien parce qu'on fait appel à nous pour mettre en place des démarches de développement durable dans l'organisation d'événements. Ça n'arrive absolument jamais que les clients viennent vers nous et nous disent « Pour info, vous avez 30% de budget de plus sur l'événement ». Ça n'arrive jamais. Donc, au maximum, c'est ISO budget. Et en général, c'est en plus, il faut enlever le prix, nous, de notre prestation dans le budget de l'événement. Donc, de toute façon, l'exercice, il est toujours de trouver cette équation. Et il n'y a pas une formule magique parce qu'on décide d'être positif pour l'environnement ou tout d'un coup, on a des chiffres d'affaires, des budgets qui augmentent. Je vous encourage, et là c'est même pour dire tout le contraire, ceux qui ont envie d'aller regarder la conférence de presse de fin du G7. 5 dernières minutes. Le président de la République donc, parle de tous les résultats, etc. Et il finit sa conférence de presse en disant que le G7, donc ça a été un événement qui a été certifié ISO 20121, mais au-delà de ça, ça a été un événement qui a été pensé de manière sobre. Et en fait, il associe directement l'éco-responsabilité de l'événement, sa sobriété, et il dit que le G7 de Biarritz a coûté 10 fois moins cher que le G7 précédent au Canada. Et il fait un parallèle direct entre éco-responsabilité, sobriété et économie. Ce n'est pas économie de 10%, c'est 10 fois moins cher que le précédent G7. Et aujourd'hui, je pense qu'on est dans une tendance où sobre et sexy, quoi. C'est plus les années 80. Alors bien sûr, on est là pour créer de l'émotion, pour faire des effets, mais l'émotion, elle se transmet pas forcément de la même manière qu'il y a quelques années par la débauche. Et au contraire, aujourd'hui, on crée de l'émotion plutôt négative par la débauche. Donc ça permet aussi de repenser des choses et puis d'être plus près, je pense, des attentes de vos participants. Sur le focus gaz, alors sur ce sujet zéro déchet, pour information, si certains de vous sont des organisateurs de plutôt gros événements, on lance avec l'Institut national de l'économie circulaire un groupe de travail autour justement des événements zéro déchet sur 18 mois, 3 réunions préparatoires pour définir ce que c'est avec des indicateurs, 9 mois de tests sur des événements qui seront pilotes, puis ensuite la finalisation, on verra, ce sera un label ou ça sera une définition. Il y a l'ADEME qui est aussi dans la boucle pour réfléchir à ce sujet. Donc si vous voulez être pilote, n'hésitez pas à m'en parler. Sur le sujet du carbone, alors je ne sais pas quelle est la position des Codef d'ailleurs, mais nous aujourd'hui on ne parle plus de neutralité carbone. Enfin d'ailleurs moi j'ai jamais aimé ce terme. On parle plutôt de net zéro. Donc on cherche à faire des événements net zéro, c'est-à-dire net, c'est pour dire qu'il y a une équation, qu'il y a une différence. On ne se cache pas en disant une espèce de neutralité, un truc, il ne se passe rien, non. On est un métier, on est une industrie où les gens se déplacent, et on en est fiers, ils se rencontrent, ils se déplacent, donc on l'assume. On cherche à le diminuer et ensuite on compense ce qui reste. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez tous ce terme, mais c'est ce qu'on vise. Une anecdote, on travaille depuis quelques mois avec le Festival de Cannes.
alors qui en ce moment, comme pas mal de gros événements, se posent d'autres questions, mais en tout cas qui travaillent très sérieusement sur ces sujets d'impact et de carbone. Et juste la manière dont c'est géré pour eux, et je trouve ça assez intéressant, c'est-à-dire qu'ils travaillent sous 2 angles. Premier angle, l'organisation même de l'événement. Donc là, ils calculent l'ensemble de leurs émissions et eux-mêmes s'engagent à les compenser. Deuxième angle, les déplacements des participants. Et donc là, ce qu'ils font pour les impliquer, c'est qu'ils disent, si vous compensez votre aller, nous, on compense votre retour. Et je trouve que cet angle, aujourd'hui, c'est déjà un petit peu ce qui a été fait sur le G7, en séparant la partie organisation et la partie transport, qui permet aussi d'impliquer les gens. C'est une manière aussi de montrer qu'on fait des choses et d'impliquer ses participants. Par ailleurs, et je pense que vous allez en parler après, sur les projets qui sont utilisés, sur la partie compensation par les participants, là-dessus, il s'appuie sur des projets donc accrédités, etc., vraiment de compensation carbone. Et pour tout ce qui est calcul de l'impact de l'événement, là, ils vont vers des projets, alors je ne sais pas trop si c'est des choses que vous recommandez, mais qui ne sont pas forcément des projets accrédités compensation carbone, mais de contribution environnementale. Et là, on est en train de rechercher des projets locaux pour aussi donner du sens avec le territoire. Il n'y a pas toujours sur les territoires, ça prend un petit peu de temps, des projets qui sont accrédités. Mais il y a des projets très intéressants en agroforesterie, voire même des projets quand on est au bord de la mer, comme à Cannes, qui peuvent être aussi intéressants. Et du coup, ça permet, en fait, ce sujet carbone, du coup, je trouve qu'il devient un petit peu sexy, parce qu'on embarque les gens, on fait vivre pas un seul projet de compensation, mais différents, qui montrent qu'on a différents impacts et qu'on peut contribuer de manière différente. Voilà, donc c'est un petit exemple d'actualité qui, je trouve, rend le sujet sympathique. Charles, Oui, moi j'ai 2 exemples à donner qui viennent de tournage. Je ne citerai pas les tournages, bien évidemment, par confidentialité. Mais on a accompagné un film l'été dernier où, par exemple, à un moment, dans une des séquences, excusez-moi, il y a une séquence où en fait on va filmer sur une falaise des oiseaux qui sont dans un nid. Donc nous on dit bon bah écoutez, pour faire ça on peut pas y aller avec un drone, on est obligé d'y aller en hélicoptère, donc ça nous paraît un petit peu compliqué. Mon associé et moi, moi j'ai 10 ans de régie derrière moi et lui il a 15 ans de régie, donc on s'occupait de la logistique, donc c'est nous qui faisions ça à l'époque, on était en charge de faire ça. Donc là d'un point de vue conseil en développement durable, on leur a dit attention parce que là d'un seul coup on va devoir prendre un hélicoptère pour aller faire une séquence qui va durer 3 secondes dans le film, où on va juste voir 2 oiseaux dans un nid. Alors déjà, c'est problématique par rapport à l'espèce qu'on va déranger. Et puis en plus, on va faire voler un hélicoptère, donc tout l'impact carbone que ça produit. Et puis là, on revient à la question de coût. Ça va coûter une fortune, parce qu'un hélicoptère à la minute, ça coûte une blinde. Donc du coup, on s'est posé avec le réalisateur, et là, on touchait carrément à l'artistique, au côté, OK, on va changer une scène du scénario. Et ça a été un débat qui a duré des heures et des heures. Et au final, le réalisateur a choisi de ne pas faire cette séquence, et donc de supprimer cette séquence du scénario. Et donc là, on est vraiment dans le côté, on change le scénario, mais c'est un bon exemple de dire, OK, on commence sur la démarche environnementale, de dire on va réduire cet impact-là, on ne va pas faire quelque chose qui est énorme en termes de carbone. Voilà, et donc du coup, on a réduit au final le coût de cette scène-là, parce que le directeur de production qui gère le budget était bien content d'éviter une journée d'hélicoptère pour aller faire une séquence de 3 secondes et demie. Donc c'est un exemple, pour répondre à monsieur, qui montre bien que des fois, en effet, en réfléchissant un petit peu plus que ce qu'on pouvait peut-être faire avant, où en effet c'était un peu plus dans la débauche, dans l'énergie, dans la consommation, on peut peut-être essayer de réduire nos impacts, et ça peut être une réduction des coûts. Et l'autre exemple que je voulais prendre, c'est quand on parle en effet de calcul carbone, de réduction du carbone, tout ça. Nous, on parle aussi beaucoup de l'impact écologique, parce que c'est vrai que, alors, on est sur des plus petits événements, on n'a pas 80 000 personnes comme toi, forcément, c'est pas la même chose. Mais là, on a fait une grosse série française, donc c'était 6 mois de tournage, donc voilà, on a essayé de travailler le plus possible sur le côté environnemental, bien évidemment. Et il y a une des comédiennes qui est le 12e rôle de la série, donc on n'est pas dans le top du casting, qui tous les week-ends, pendant 6 mois, voulait rentrer dans sa maison de vacances au Portugal. Donc elle faisait Paris, Lisbonne ou je ne sais plus quoi, tous les week-ends. Donc on leur a expliqué à la production que voilà, en termes d'impact, c'était quand même assez énorme. Mais bon, ils n'ont rien dit. Donc on n'avait pas fait de calcul carbone à ce moment-là. À la fin du projet, on leur a fait un calcul carbone sur
tout ce qui est fait, notamment sur la partie transport. Et elle ne sera pas dans la prochaine saison de la série. Et en fait, mais c'est hallucinant parce que on leur a montré que les 883 allers-retours en train, qui avaient été faits par l'ensemble de l'équipe pendant les 6 mois de tournage, étaient moins impactants que les 35 ou 40 allers-retours qu'elle a fait en avion, elle toute seule. Donc d'un côté, on a 80 personnes qui voyagent pendant 6 mois en avion, en train, excusez-moi, lapsus. Et de l'autre côté, une personne qui voyage en avion. On leur dit, bon bah voilà, vous voyez quand même que... Et en plus, dans le cinéma, c'est contractuel. Donc c'est-à-dire que les contrats des comédiens, c'est quelque chose auquel on ne peut pas toucher, c'est l'enfer absolu. Donc là, on leur a dit peut-être que pour la prochaine saison, ça serait bien de réfléchir à changer le contrat, ou peut-être qu'elle va tomber, elle va se faire renverser par un bus dans la série, je sais pas. Mais le fait de faire le calcul carbone, ça a permis à la production de se rendre compte de ça, parce qu'ils n'étaient absolument pas au courant de l'impact que pouvait avoir ce genre de choses. Donc voilà, donc c'est important pour nous de faire des calculs carbone pour permettre de montrer aux productions quel est leur impact et voilà, ce que ça représente. Après, on va plus parler aussi, nous, d'impact écologique. Un film, là, cette série, c'était à peu près 2000 tonnes de carbone. Donc on n'est pas non plus dans des événements monstrueux en termes d'impact carbone. Mais voilà, on essaie de vraiment travailler sur l'impact écologique et le bilan écologique pour montrer qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites et qu'en effet, supprimer les bouteilles en plastique, ça ne va pas compenser les 2000 tonnes de carbone qui ont été dépensées sur l'ensemble du projet. Mais c'est déjà, un sujet très important auquel il faut s'attacher. Non, je pensais que tu voulais rebondir. Pas forcément, mais c'est vrai que nous, par exemple, c'est les déplacements qui ont pensé étaient le principal poste. En fait, il s'est avéré que c'était la restauration. Donc le travail qu'on fait depuis 2015 se concentre sur la restauration, puisque les déplacements, effectivement, 80% des festivaliers viennent en métro. On a la chance d'être sur un lieu très accessible, et le reste des déplacements vient des artistes qui sont souvent en tournée européenne, donc ce qui nous permet d'arriver encore à maîtriser certaines demandes d'artistes et de les sensibiliser aussi à travers effectivement la green policy qu'on a mise en œuvre pour qu'on envoie en amont aux différents strates, agents, managers, enfin voilà, remonter jusqu'à l'artiste est de plus en plus complexe, mais on voit qu'à l'arrivée sur le site, il y a quelque chose qui se passe, puisqu'eux, ils ont des toilettes sèches comme tout le monde, ils n'ont pas de bouteilles en plastique, il n'y a pas de plastique dans les loges, ils ont des produits locaux, donc ils ne répondent pas à toutes leurs demandes, ils n'ont pas de coca dans les loges, et bon, etc. Mais c'est vrai que donc la restauration a été vraiment notre cheval de bataille depuis 8 ans maintenant. Hein. Ça a été un des fondamentaux, puisque pour nous, manger était essentiel. Et on voyait tout ce qui se faisait en saucisse frite dans les restes des festivals, et on trouvait ça complètement incohérent de proposer à manger qui ne soit pas local, bio et équitable au maximum. Aujourd'hui, on travaille avec Ecotable qui vient assesser, vérifier toutes les factures, la provenance des matières premières principales de tous nos restaurateurs. Donc c'est un travail de longue haleine, puisqu'on sert environ 100 000 repas sur 2 jours. Donc 100 000, vous imaginez la quantité de matières premières, et donc le travail de cartographie qu'on a pu faire c'est une carte open source d'ailleurs. On a référencé depuis 10 ans l'intégralité de producteurs de la région Île-de-France jusqu'à 150-180 km. Et en fait, on référence en épicerie, en pain, en poisson, parce qu'on propose encore des plats avec un peu de viande. On a encore un petit peu d'offres, puisqu'on soutient les agriculteurs et les éleveurs de la région. C'est très spécifique et très ciblé. Allez sur notre site internet, sur la charte du festival, et c'est une carte qu'on a fait tout simplement sur Google Maps quand j'étais toute seule avec mes petites mains, et en fait c'est vraiment très efficace. Donc voilà, n'hésitez pas à l'alimenter. Enfin voilà, on a besoin de tout le monde pour nous renvoyer des éléments, et cette carte est très importante pour les restaurants et aussi pour d'autres événements. J'ai perdu le fil, voilà. La restauration, gros impact. Je dirais pas jusque là. En tout cas, si je pense à la série, à la même série, elle est incroyable, elle est géniale, elle vaut quand même le coup d'être regardée malgré l'impact carbone. Voilà. Ok, merci à tous pour vos retours d'expérience. Ce que je vous propose, c'est de garder un petit peu de temps à la fin pour
avoir des petites questions. J'ai vu que vous avez bien rempli le Slido, donc merci à tous qui ont participé. On va vous laisser un peu de temps pour répondre aux questions. Donc restez avec nous parce que ce sera vous qui répondrez aux questions. On va juste faire un petit point compensation. Tu en parlais, Béatrice, avec Timothée qui termine de faire ses lacets et qui nous rejoint. Bonjour. Bonjour à tous. Alors on va faire très rapide parce que j'imagine que là vous avez tous envie de sortir, vous aérer. Donc du coup je suis Timothée Kellard, j'ai monté Ecodev avec plusieurs acolytes il y a quelques années maintenant. Déjà je tenais à remercier les intervenants, Dan Antoine en particulier parce que mine de rien il y a plus de 10 ans il nous a fait confiance sur les bilans carbone et c'était pas gagné. Donc merci à toi et puis à tous parce qu'on travaille plus ou moins tous ensemble avec et We Love Green historiquement aussi sur la stratégie carbone. Donc voilà, c'est ce qui nous permet 10 ans après de pouvoir parler de ces sujets et vous faire prendre la parole. Alors sur la compensation carbone, je voulais juste faire une petite parenthèse parce que c'est un sujet beaucoup d'actualité. On en a un peu parlé, effectivement, neutralité, compenser, quels sont tous les enjeux associés. Je vais juste remettre dans le contexte. Donc les sujets de compensation carbone s'appuient aujourd'hui sur des mécanismes qu'on appelle les mécanismes de développement propre. Alors ça va pas être très rigolo comme sujet, hein. Mais c'est issu des protocoles de Kyoto. Donc 97, on s'est dit comment on va aider les pays du Sud à se développer proprement et monter des projets. Donc il faut peut-être avoir 2-3, on va dire, basiques en tête sur ces sujets. Un des sujets les plus importants, je pense, c'est de se dire que s'il n'y avait pas eu ces mécanismes de développement propre, le projet n'aurait pas eu lieu. Donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'une partie de ces flux financiers n'aurait pas existé. Et donc, du coup, on pourrait se dire que le projet de reforestation, d'isolation, de remplacement de technologies X ou Y sur les sujets énergétiques n'aurait pas lieu d'être. Deuxième point, c'est que c'est souvent, en tout cas, nous, on positionne de plus en plus sur des projets volontaires, c'est-à-dire que vous avez des projets qui sont liés à des marchés réglementaires, donc des quotas. Les États peuvent avoir des quotas d'échange d'empreintes carbone ou donc de certificats associés. Et on propose de plus en plus de se positionner sur des projets volontaires. Pourquoi ? Parce que les projets volontaires sont un peu plus libres en termes d'empreintes, on va dire, socio-économiques de manière générale. Et on a la liberté finalement de travailler sur des projets un peu variés, parce que la plupart des projets, on va dire, assez macro au niveau énergétique, c'est je remplace une centrale à charbon par une centrale hydraulique, par exemple. Enfin, je vous la fais simple, hein. Et donc du coup, pour la même production d'énergie, je dépense beaucoup moins de CO2 quelque part. Donc je délivre des crédits. Sauf que le barrage, vous comprenez assez rapidement que ça a d'autres conséquences. Si vous prenez Raoni et l'inondation de certaines zones, voilà, donc on a des impacts qui peuvent être positifs sur les enjeux carbone et négatifs sur d'autres sujets. Donc c'est souvent aussi assez complexe comme sujet, mais de toute manière, les sujets du développement durable sont complexes, sinon on ne serait pas des milliers à se casser la tête pour essayer de trouver des réponses. Et puis, il y a aussi 2 autres points que je pense qui sont importants de mettre en avant. C'est à la fois la capacité d'avoir des tiers de confiance pour vérifier ces projets, pour estampiller, dire voilà, moi je suis venu, alors je suis un SGS, je suis un EcoCert, enfin je suis un certificateur par exemple, ou d'autres structures qui vont, ou VCS, Voluntary Carbon Standard, qui vont vous dire effectivement le projet a bien respecté un certain nombre de cahiers des charges et on va pouvoir aussi avoir, et c'est le 3e point, avoir une garantie dans la durée. Alors les garanties dans la durée sont assez remises en cause aujourd'hui, hein. Le 19 février, une grande partie des économistes disaient ça fait 11 ans qu'on a connu la plus grosse croissance économique, notre CAC 40 est au summum. Et le FMI, et tout le monde disait les indicateurs sont tellement ouverts que ça ne s'effondrera jamais. On voit qu'un mois après, on est dans une dynamique complètement différente. Donc forcément, on peut se dire les arbres qu'on va planter vont brûler, les éoliennes vont avoir des rafales et vont tomber, etc. En fait, peu importe, quelque part, j'ai envie de vous dire, parce que compte tenu des urgences et compte tenu des enjeux, c'est assez facile de critiquer, c'est facile de remettre en cause. C'est plus compliqué de s'investir de manière comme je le disais, volontaire, avec comme objectif quelque part d'atténuer. Donc effectivement, la position des Codev, elle est simple. Enfin, c'est le discours aujourd'hui de beaucoup de structures dans le conseil. Carbone, forcément, quand vous dites je dépense ça en CO2 ou j'émets ça, je ne vais pas soustraire directement en disant j'ai planté X arbres, par exemple, en agroforesterie, ou travailler sur l'isolation de certaines maisons, par exemple. Il y a ce sujet de neutralité, il y a ce sujet d'éléments de langage, en fait, qui est assez complexe. Je ne vais pas rentrer dans le débat aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, on comprend bien que les entreprises et les événements ont besoin de démontrer et de, quelque part, se tirer vers le haut. Et nous, on estime qu'effectivement, mettre en place des mécanismes qui sont transparents et qui vont dire à chaque
festivalier, je plante un arbre comme ça a pu être fait. À chaque événement, je vais évaluer mon empreinte carbone et proposer aux organisateurs de compenser. Je vais aussi, par exemple, avoir, je sais pas, peut-être qu'un spectre effectivement de l'empreinte qui est les déplacements et travailler sur les partenariats comme ça a été mis en avant, en disant voilà, je vais compenser l'aller et vous faites le retour ou vice-versa. C'est des démarches qui permettent à minima quelque part de financer des projets qui sont hyper agréables parce que c'est des projets généralement qui sont assez sympathiques à suivre dans le temps. Il suffit de, il y a des gens de chez Pure Projet par exemple avec qui on travaille beaucoup, mais quand vous aidez effectivement ces petits producteurs dans les pays du Sud à finalement pérenniser leur activité et que vous voyez la capacité qu'ils sont à être souriants, à ne pas nous faire culpabiliser, nous qui quelque part sommes un peu les problèmes les raisons de leurs problèmes sur les enjeux climatiques. Voilà, on se satisfait quelque part finalement de pouvoir se tirer vers le haut pour être le plus possible, on va dire, dans l'atténuation, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'atténuation, et quand on a commencé il y a 10 ans, on y croyait quelque part beaucoup, de ces capacités à tenir 2 degrés. Aujourd'hui on parle beaucoup de comment on va s'adapter et non plus quelque part réduire et arriver à la solution. Bon. Alors, le sujet en plus du carbone, c'est un sujet qui est peu visible, peu palpable, donc c'est le sujet le moins rigolo à traiter. Bon, je pense que j'étais déjà trop long. En tout cas, voilà, l'idée c'était effectivement, si vous avez des questions, il y a des experts dans la salle et on peut y répondre, mais c'est vrai que le sujet de la compensation est un sujet d'actualité. Donc, s'il faut retenir quelque chose, c'est qu'il faut éviter de se dire je compense, donc c'est un droit à polluer, parce que finalement, toutes les personnes qui le font aujourd'hui, en tout cas nous, c'est une démarche volontaire, c'est-à-dire que ça leur coûte plus que ce que ça leur rapporte. Et je pense que la communication est tellement risquée qu'on ne peut pas dire en plus ils le font pour des raisons de communication. Il y a une vraie volonté derrière d'aider. Et puis quand vous connaissez les projets derrière, vous vous dites tiens, s'il n'y avait pas eu cette somme, il n'y aurait pas eu ce projet, ou ce projet n'aurait pas été aussi loin. Et pour aller voir effectivement des gens par exemple dans les pays du Sud, vous vous dites effectivement c'est hyper. C'est un débat un peu de riche que de dire ah bah tiens, ce que tu fais c'est du greenwashing, c'est du marketing, c'est ci, c'est ça, c'est pour de la com. Enfin, faut aller voir concrètement à quoi ça sert ces euros. Et quand vous regardez, vous vous dites tiens, c'est quand même dommage de décrier ces démarches. Voilà, moi j'ai une question pour toi Timothée, si c'est possible. Je me posais la question, même qui ne doit pas du tout influencer la réduction de l'impact et justement le fait qu'on puisse viser à la neutralité ou à compenser ces émissions avec des guillemets. La filière événementielle et culturelle, qu'est-ce que ça représente en termes de pourcentage de gaz à effet de serre par rapport à d'autres filières? Moi j'ai entendu le pourcentage de d'1% par rapport à VS 40% le bâtiment. J'ai pas les chiffres en tête et du coup on aurait dû préparer l'intervention, je suis désolé. Non mais ce qui est sûr c'est que c'est infime, c'est-à-dire que clairement l'événementiel au regard de certains secteurs comme les transports, alors le problème c'est que les transports sont aussi dans l'événementiel. Donc c'est très compliqué de décomposer. Ce qui est sûr, c'est que quand vous prenez par exemple le monde du bâtiment, quand vous prenez le monde de la production d'énergie, quand vous prenez le monde de l'agriculture de manière générale, c'est la mode, ça peut être des secteurs d'activité qui sont énormes en termes de pourcentage. Le problème, c'est que l'événementiel est transverse. On s'habille pour aller à un événement, on se déplace pour un événement, on mange, certains non, ou peu. Et donc la proportion est très compliquée. Donc je pense qu'on a, et aujourd'hui ça a été bien tracé, c'est vraiment, on parle d'agriculture, on parle de déplacement, on parle, mais par secteur, je ne sais pas si vous avez des données peut-être. Alors, ce qui est clair par exemple sur le sujet des déchets. On dit tout le temps, les discussions de comptoir depuis des années, c'est de toute façon dans l'événementiel, on ne peut rien faire sur le carbone et les déchets parce que c'est notre raison d'être limite. Au final, et là-dessus, effectivement, quand on parle de quelques pourcents, je me demande si c'est même pas très élevé. Par contre, on a dans notre filière quelque chose que les autres n'ont pas, c'est-à-dire la visibilité, mais aussi du coup l'opportunité, la capacité à faire changer. Et donc, il y a la quantification, on va dire, en euros, en tonnes carbone, en ce qu'on veut. Mais il y a aussi une quantification qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est notre rôle de modèle. Parce que les gens qui viennent sur nos événements, sur ces endroits éphémères où justement on sait que c'est compliqué de gérer les déplacements, de gérer les déchets, etc. Déjà, c'est un risque. Parce que tout le monde va dire c'est un secteur extrêmement polluant parce que les gens ils le voient, ils le touchent, alors que c'est pas vrai. Le fait de l'assumer, de dire effectivement on a certains impacts, mais on travaille dessus, c'est aussi pour nous un super pouvoir, quoi. Un super pouvoir de changement de toute la société, même si c'est vrai dans un sens un petit peu injuste, c'est-à-dire qu'on peut se faire montrer du doigt sur des sujets qui d'un point de vue purement technique sont mais vraiment peanuts. Par exemple, un chiffre sur la moquette. Donc la moquette,
c'est notre déchet dont on ne sait pas quoi faire dans la filière. L'autre jour, débat où il y en a qui disaient carrément, on ne dira pas qui, des patrons d'associations, d'agences, il faut qu'on lance tous un défi plus de moquettes sur nos événements. Bon, si on y va tous, l'imagination collective va faire qu'on trouvera d'autres solutions. N'empêche que ce sujet de la moquette, effectivement, c'est choquant, mais de la moquette, pendant 2 jours, elle est jetée, enfouie, c'est du pétrole, c'est immonde, voilà. Par rapport à l'ensemble de la moquette en Europe qui est produite, c'est 3%. La moquette sur les événements. Donc même si nous, on recycle l'ensemble de nos moquettes, on n'aura pas résolu le sujet. Mais on peut être ceux qui impulsent. En fait, on peut être ceux qui impulsent, ceux qui disent que c'est plus acceptable, qu'il n'y ait pas de fin de vie du modèle. Mais voilà, moquette 3%. C'est probablement la même chose sur les autres sujets. Je voudrais confirmer sur le rôle que peut avoir l'événement. Très factuellement, l'Union sociale pour l'habitat a découvert la démarche environnementale grâce à son congrès. Et aujourd'hui, tout le fonctionnement de l'Union sociale pour l'habitat tient compte de l'environnement. C'est-à-dire que ça a diffusé par capillarité. L'événement, c'est sans doute ce qui cristallise l'attention. C'est sans doute un moment de réflexion ou d'innovation. Et ça a permis à des entreprises de découvrir la démarche grâce à l'événement. Merci Najma d'avoir lancé l'exercice de questions-réponses. On va pouvoir enchaîner avec quelques questions du Slido. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez évidemment lever la main, je vous donnerai la parole. Alors on va commencer avec une première question, une double question d'ailleurs, enfin c'est la même question. Y a-t-il une solution concrète pour remplacer les goodies ? Dan Antoine, je propose que tu répondes à ce sujet parce que... Pour information, tous les ans, Dan Antoine envoie à ses clients, partenaires ou je ne sais qui d'ailleurs, des goodies responsables avec une originalité quand même assez incroyable. Donc je pense que c'était le plus léger. Merci Timothée. Non, en fait, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une question de sens. Donc nous, ce qu'on n'aime pas, c'est envoyer quelque chose qui ne sert à rien ou le principe de la carte de vœux. D'abord, on aime bien le côté un peu papier. C'est pas pour être old school, simplement, c'est pour marquer une attention aux gens qu'on aime bien, c'est de leur dire, voilà, on a pris du temps pour vous écrire un mot et pour vous laisser quelque chose qui, on souhaiterait, ne soit pas jeté au bout d'une semaine. En fait, d'un point de vue de la communication, l'utilité, la finalité, c'est qu'on garde cet objet le plus longtemps possible pour penser à nous le plus longtemps possible. Donc c'est tout simple et on essaie de trouver des solutions qui ne sont pas forcément onéreuses. Cette année, c'était un petit cache-cam pour son ordinateur pour remplacer le post-it ou remplacer le bout de scotch sur sa caméra. Vous imaginez, d'un point de vue communication, avoir le logo Sensation devant ses yeux toute la journée, c'est super fort, ça coûte quelques centimes, voilà. Donc ça n'a pas impacté l'envoi par courrier. Mais on essaye à chaque fois d'avoir Donc pour répondre à la question concrètement, c'est le sens, c'est la fabrication, c'est la provenance, c'est l'utilité. C'est sûr que offrir un pins qui parle, bon, je ne sais pas, c'était la grande mode à une époque, je ne sais pas si ça sert. Aujourd'hui, quand on remet un tote bag ou on remet quelque chose qui a une utilité, eh bien vous faites d'une pierre deux coups, vous communiquez, on garde votre objet et en même temps vous avez une fonction. Je vais juste rebondir effectivement. Alors, ce qui est compliqué, c'est que ce qui peut être responsable à une échelle l'est moins à d'autres. Je prends l'exemple du tote bag, effectivement, parce qu'il y a l'agence environnementale du Danemark, si je ne me trompe pas, qui a fait une étude d'une empreinte environnementale. Et en fait, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est l'ordre de grandeur. Il faut l'utiliser plusieurs milliers de fois pour avoir le même empreinte environnementale qu'un sac plastique de l'époque. Et j'ai fait le calcul, ça faisait quasiment 20 ans tous les jours. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, le message qu'on envoyait avec un tote bag historiquement, alors ce qui est chouette, c'est que quand vous l'envoyez dans la mer, les tortues vont a priori pas s'étouffer ni les poissons avec parce que ça va se biodégrader normalement, alors que le sac plastique n'est pas dans le même impact. Par contre, l'empreinte carbone pure, enfin climatique, est assez catastrophique, surtout qu'on en a tous maintenant 50 dans notre appartement. Et c'est là où on voit qu'il y a une problématique d'échelle. Parce que la solution est viable. Si tout le monde a son tote bag et qu'on le garde 20 ans, génial. Et si on gagne 21 ans ou 22 ans, on fait tous un effort pour la planète. Et par contre, quand on voit les volumes qui sont dépensés, donc il y a aussi, je pense, cette histoire au-delà du goodies, parce que des actions concrètes, il y en a plein. Vous avez des bracelets qui plantent des arbres, vous avez des choses qui viennent de gens qui sont en insertion, qui ont fait des super projets recyclés, recyclables, etc., etc. Donc ça, il y en a plein. Par contre, je pense que c'est intéressant, c'est déjà de se poser la question, quel est l'objectif et est-ce qu'il y en a vraiment besoin, parce qu'il y a quand même un certain nombre de goodies, même responsables, qui ne servent à rien en fait. Alors, juste une fois qu'on a fait ce boulot de se dire qu'on évitait de donner des choses inutiles, nous aujourd'hui on a 2 axes de recommandations en fait, pour nos clients. Le premier, c'est zéro plastique pétro-sourcé.
Alors, ce qu'on appelle du plastique pétrosourcé, c'est-à-dire qu'en fait, par opposition, on va accepter les plastiques issus de plastique recyclé à 100%, ou alors des plastiques biosourcés parfois, pour pas complètement dire non au plastique. Le plastique a quand même une utilité, mais en tout cas, zéro plastique pétrosourcé. Et provenance, et là c'est plus compliqué, France ou Europe. Bon, ou Afrique du Nord, en fait, après on fait une délimitation géographique, donc là, impact direct sur le bilan carbone. Et avec ces 2 critères, déjà, ça réduit le nombre de goodies possibles. Donc voilà, ça oblige à se poser un certain nombre de questions. Et on limite quand même énormément l'impact. C'est très concret. Et en ce moment, notre vie est facilitée par le fait qu'il n'y a plus d'approvisionnement qui viennent de Chine. Donc on est sur plusieurs événements où on nous avait dit que c'était impossible de trouver des objets promotionnels et des goodies qui ne venaient pas de Chine. Et bien en fait, l'impossible est en train de devenir possible. Donc au moins sur ce sujet, merci à notre petite épidémie. Voilà. Moi, je voulais juste alerter sur le nouveau goodies à la mode qui est en fait la gourde. Et la gourde, ça va être un peu ça va faire l'effet tote bag. C'est qu'on a 4 ou 5 gourdes chez soi. On en a distribué, nous, à nos techniciens, aux artistes, à toutes les équipes et puis aux festivaliers. Et en fait, on se rend compte qu'à un moment donné, il va falloir arrêter et revenir avec sa gourde. Et pareil, pour des raisons de sécurité, toujours les balances d'autorisation de gourde dans les événements avec la sécurité. Et puis, on sait qu'un téléphone est tout aussi dangereux qu'une gourde. Donc, nous, on bataille avec la préfecture pour avoir l'autorisation d'autoriser les gourdes. Voilà. D'accord. Merci pour le sujet des goodies. Non, pas de main levée. Avez-vous connaissance d'événements organisés 100% virtuels de grande ampleur, zéro déplacement? Ça, c'est une question qui peut être intéressante d'un point de vue actualité. 100% virtuel. Ça existe déjà, ça s'appelle Facebook. Je pense que justement, ce qui fait la force de notre métier, c'est le rassemblement humain, c'est de passer du temps ensemble. Et c'est un corollaire du développement digital. On a besoin des deux. Ils vont de pair. Et alors, je voulais terminer là-dessus, mais c'est vrai qu'on vit un moment assez difficile. Mais pour garder une note optimiste, je pense que ça sera l'occasion de se reposer la question du rassemblement et du contact humain. Et le fait que pendant 1 mois, peut-être pendant 2 mois, on va en être privé, à plus ou moins grande échelle, je pense qu'on se rendra compte, c'est un peu comme quand on est en prison, du bonheur de pouvoir se voir, du bonheur de pouvoir échanger, du bonheur d'être en bonne compagnie, du bonheur de ne pas être d'accord et de pouvoir parler. Et donc, on va, si on veut être optimiste, se dire qu'on va replacer la rencontre, et le rassemblement et l'événement comme des moments essentiels de la société. Donc, oui, il peut y avoir des choses virtuelles, très bien, mais ça ne remplacera pas le contact humain. Oui, justement, je voulais parler de l'impact du numérique qui est quand même assez important. Il y a une étude du Shift Project qui est très bien sur le sujet. Et en effet, des fois, c'est ce qu'on dit à nos clients, il faut mieux écrire quelque chose ou imprimer quelque chose sur justement un papier sourcé qu'on va réutiliser plutôt qu'envoyer une pièce jointe qui fait 450 MO. Enfin, je ne sais pas si on peut envoyer une pièce jointe aussi grosse, mais non, mais voilà. Et 200 personnes. Voilà, c'est ça. Et que l'important, je pense que c'est vraiment la réduction et la réflexion autour de notre consommation, que ça aille des goodies au déplacement et tout ça. En effet, l'impact de Netflix et de la consommation de 10 millions de personnes en même temps qui regardent un film, et je pense, et même c'est sûr, largement plus importante que des gens qui vont à un festival. Et en plus, c'est beaucoup plus sympa d'aller à un festival quand même. Et en plus, ça ne marche pas, les événements virtuels. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une espèce de mode en 2010, 2011, il y avait eu des salons virtuels. Ils ont tenu 1 an, voilà. Donc, ok. Alors, c'est dans les deux sens. Le salon virtuel, c'est Google, ce qui oblige les organisateurs de salons à se réinventer aujourd'hui, puisque aujourd'hui, juste exposer son produit ne suffit plus. Si le mondial de l'automobile change, c'est puisqu'il y a Google. Donc, la question qu'on doit se poser, pas uniquement sur le goodies, mais à quoi sert l'événement, c'est de se réinventer, et c'est pour ça que je pense que c'est facteur de créativité, de se remettre en question et de voir comment faire en sorte que notre événement ait du sens et comment on peut, alors je déteste l'expression marketing, réenchanter l'expérience, mais en gros, c'est comment est-ce qu'on peut avoir une valeur ajoutée par rapport à Google. Si on fait la même chose que Google, c'est pas la peine. Ok, merci. Le festival de l'auto qui devient, le mondial de l'auto qui devient le Paris Motion Festival. Tout un programme. Donc c'est aussi sympa effectivement de voir le secteur qui se réinvente. Je vous conseille d'aller regarder, ça va être super en septembre.
Alors, on C'est pour ça que enchaîne. maintenant c'est Motion. Et existe-t-il des outils customisables pour gérer les déplacements vers les lieux de l'événement, covoiturage, autres alternatives? Un exemple, nous, qu'on a mis en place sur les derniers événements qu'on a organisés, c'est qu'on envoie des mails à tous les participants de l'événement. On leur explique l'impact carbone de venir... Enfin, voilà, je parle d'impact carbone, je ne sais pas si c'est ce qu'il faudrait, mais de venir en voiture, de venir en métro, voilà les différences. Et ensuite, une fois qu'ils sont sur place, on prend les adresses de tous les participants et on leur propose de rentrer chez eux avec un système de co-tuk-tukage. Donc, pendant l'événement, on prend toutes les adresses de toutes les personnes présentes. On essaye de faire des groupes, ceux qui vont dans l'Est, ceux qui vont dans l'Ouest, ceux qui vont, etc., etc. Et on les raccompagne chez eux avec ces systèmes de co-tukage. Donc, une idée. Sur des événements, oui, sur des événements, il y a une demande obligatoire effectivement pour gérer le RGPD. Tout à fait. Non, mais moi je vais découvrir, juste pour revenir sur l'impact digital, je vais découvrir cette année l'impact digital du festival et de notre communication, puisqu'on est en train de le calculer. Enfin, on est en train de voir quel est le mode de calcul, parce que c'est vrai que c'est pas encore très démocratisé. Mais on utilise énormément les réseaux sociaux, Instagram, etc. Donc pas de... Voilà, on est assez mauvais élèves là-dessus et pour vendre des billets, pour continuer à animer. Et puis on se veut un média de sensibilisation. Donc c'est vrai qu'on s'est rendu compte que nous, c'était une vraie utilisation, une vraie nécessité pour le festival de le faire. Donc comme on dit, on essaie de trouver d'autres moyens pour neutraliser ou éviter d'autres émissions. Sur les déplacements, bon, comme je disais, on a beaucoup de chance. On a la ligne 1 qui arrive juste à côté, et puis on essaie de promouvoir effectivement les déplacements doux avec des parcs à vélo, pas de parking de voiture sur le site du festival. Donc déjà, c'est en choix. Techniquement, on est en train d'essayer de travailler avec de grosses entreprises qui ramènent par exemple toutes les barrières du festival pour les déplacer grâce à des modes fluviaux sur la Seine. Donc on est en train d'étudier de nouvelles solutions moins impactantes, avec notamment la ville de Paris et d'autres acteurs du secteur. Donc on voit que les innovations sont présentes et qu'il faut tester. Ok, on a parlé déplacement, on a parlé restauration aussi. Donc la question qui est posée, c'est quel partenaire contre le gâchis alimentaire? Et une autre intervention qui dit est-il possible de tendre vers un événement zéro déchet avec Phoenix grâce à des collectes alimentaires et matérielles? Il y a vraiment plusieurs acteurs. Moi, je dirais, on essaie de travailler avec un petit peu tout le monde, donc je ne conseillerais pas une personne ou une association en particulier. L'idée, c'est vraiment de voir sur le territoire sur lequel vous vous trouvez, sur lequel se trouve votre événement. Je pense que le plus logique, ce serait le plus local et de surtout savoir à qui vous donnez. Nous, on choisit de donner à des maraudes du Bois de Vincennes ou à Emmaüs Solidarité. On choisit de donner à la Shorba ou au Resto du Cœur. Bon, c'est vraiment... pour moi, il faut justement avoir de l'adaptabilité et qu'on ne travaille pas tous avec les mêmes prestataires. C'est comme ça qu'on fera vivre un maximum les équipes. Ok, merci Najma. A-t-on un retour d'expérience sur l'impact environnemental global du secteur événementiel, scope 1, 2, 3, connaissance des postes les plus émissifs? On l'a dit tout à l'heure, donc c'est revenu plusieurs fois, c'est pour ça. On a beaucoup parlé des scopes. Ça dépend quand même de l'événement et du choix du lieu, ça dépend énormément, quoi. Alors ça dépend des événements. Maintenant, je vous encourage à aller regarder sur le site d'Unimev. Donc Unimev, c'est pour l'Union des métiers de l'événement, qui a donc créé le calculateur Cléo, dont je vous parlais. Le fait que ce calculateur soit utilisé par un grand nombre d'événements fait que les données s'agrègent et du coup donne des tendances. Après, sur les gros postes, c'est vrai que les transports, parfois la restauration, mais en général, c'est quand même effectivement les transports. Sur des événements internationaux, l'impact carbone de l'événement peut monter jusqu'à 90% du fait des transports. Donc c'est toujours un petit peu frustrant parce que les gens qui viennent des États-Unis, ça va être compliqué de trouver d'autres solutions que l'avion. Mais il y a quand même bien sûr des choses à faire. Mais en gros, les gros postes, vous pourrez les retrouver plus en détail parce que Unimev a fait l'exercice d'agréger les données par typologie d'événements. Donc je sais qu'il y a eu le travail, par exemple, autour des foires. Il y a eu un travail autour des congrès médicaux.
Donc peut-être que vous trouverez votre bonheur selon votre secteur d'activité. Ça veut dire qu'en utilisant cet outil, on accepte de donner les datas de l'événement? Non. Alors c'est un outil qui a été validé par tierces personnes, ce qui fait qu'à part vous, à part l'organisateur de l'événement, personne d'autre n'a accès aux données. Et en fait, c'est simplement après les données agrégées. Et donc, il faut qu'il y ait plus de, 3 ou 4 organisateurs sur un même site avant que la donnée soit remontée au global, pour que ce soit impossible en fait de redescendre au niveau de l'événement. Et c'est une question importante parce que c'est un calculateur qui permet non seulement de calculer les émissions carbone, mais aussi les retombées sociales en termes de TP, mais aussi plein d'informations économiques sur les retombées pour le territoire, pour la filière événementielle, touristique. Voilà, donc du coup, c'est quand même des données qui sont très personnelles et effectivement, c'est assuré et audité tous les ans. Et peut-être pour compléter sur le sujet du carbone, en fait, c'est toujours la question qu'on nous pose, c'est est-ce qu'on est bon par personne, comment on peut se comparer aux autres. Enfin, l'outil et la démarche bilan carbone, je le répète, historiquement, c'est pas fait pour se comparer. Pourquoi? Parce que les périmètres ne sont pas les mêmes, que la fiabilité des données n'est pas forcément la même. Quand vous commenciez à récupérer des données il y a 10 ans et vous demandiez au fournisseur de récupérer le nombre de kilos transportés en fret ou en tel transport pour... on vous disait, mais c'est quoi l'objectif quoi? Dans le contrat, on vous le livre et puis on n'a pas besoin de vous transmettre les infos. Donc en fait, entre il y a 10 ans et aujourd'hui, la prise de conscience est telle que les informations sont de plus en plus fiables, les modes de calcul aussi, les facteurs d'émission, c'est-à-dire qui permettent de convertir un comportement, un matériau en carbone, ne sont pas les mêmes. Donc, c'est à périmètre variable. Donc, la question qu'il faut se poser, et quand on a ce genre de questions, la question, c'est ça sert à quoi de se comparer et ça sert à quoi, quelque part, d'avoir des données consolidées. Alors, c'est intéressant, mais l'idée et la démarche, encore une fois, c'est de s'améliorer d'une année sur l'autre et ou de rentrer dans une démarche où on ne va pas utiliser 80% de son énergie pour 3% de l'empreinte carbone. Donc je le répète, après, effectivement, l'être humain est fait ainsi, il aime bien mettre dans des cases, quelle est la partie d'un tel, est-ce qu'on est meilleur que l'autre, et donc ça, on le comprend. Donc il y a des outils qui sont chouettes, qui commencent à le faire. Après, je pense, c'est un outil plus là, de sensibilisation et de pédagogie et d'aide pour ceux qui débutent, qu'un vrai outil d'aide à la mesure et du plan d'action, parce que vous êtes quand même sur deux démarches et deux dynamiques complètement différentes. Et je voulais juste ajouter, nous, en termes de chiffres, c'est un peu une donnée un peu brute, mais l'audiovisuel, on parlait d'1 million de tonnes de CO2 en 2011, et aujourd'hui, on serait autour de 3 millions, sachant que ça ne prend pas en compte le streaming. Donc forcément, quand tu rajoutes ça, alors voilà, après, est-ce que Netflix, je parle en France, donc est-ce qu'on prend streaming Netflix aux États-Unis? Est-ce que ça rentre? Est-ce que quand tu es français, que tu regardes un film sur une plateforme américaine, est-ce que ça rentre en compte? Donc voilà, il y a plein d'externalités à prendre en compte, donc c'est un peu compliqué, mais pour donner une valeur un peu... Et pour aller dans ton sens, c'est vrai que ce type d'outil là dont on a parlé, ça vous permet d'avoir les grandes masses. Maintenant, quand vous êtes à des niveaux plus matures et que vous voulez rentrer plus dans le détail de chaque poste, etc., on ne peut pas le faire avec des outils génériques qui vous servent à avoir des grandes tendances. Et du coup, c'est dans ce cadre-là, typiquement, que là, en ce moment, on a un client qui est déjà à un bon niveau, qui a déjà utilisé ces outils et qui est frustré parce qu'il veut passer dans l'étape où il fait des actions qui vont permettre de compenser, qui vont permettre de diminuer. Et ça, il ne pourra pas le voir avec les outils génériques. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on travaille avec des partenaires comme Ecodev pour travailler sur des choses où on va pouvoir passer à de l'action fine, quoi. L'idée n'est pas de mettre en opposition, mais c'est vraiment en fonction du niveau de maturité et des objectifs. Mais c'est important de comprendre que la méthode bilan carbone ou JHG protocole, toutes ces méthodes au niveau internationaux ou françaises, peu importe, sont vraiment là pour rentrer dans un management de l'empreinte carbone et dans la durée. Et ça, c'est vraiment le point important. Et c'est difficile dès le début de dire est-ce que je suis bon ou pas, quoi. Oui, mais il n'y a pas de progrès sans mesure. Oui. C'est l'opportunité de voir ce qu'il faut faire. Si on veut faire un régime, si on ne se pèse pas, on ne sait pas si ça a été utile ou pas. Donc il faut à un moment donné passer sur la balance. Une autre petite question, existe-t-il un catalogue de fournisseurs prestataires dont la vocation est de limiter les impacts GS de la chaîne d'appro, aucun produit venant de Chine par exemple? Ou ça, il faut juste faire confiance aux professionnels qui ont un réseau? C'est mon rêve de le faire, mais 2021.
Ça Enfin, prend je vais- énormément de temps. Je vais juste prendre, enfin, je vais faire l'avocat du diable, mais en fait, ce qui vient de Chine n'est pas forcément mauvais, hein. Enfin, faut aussi recontextualiser parce que sinon, ça va être un peu sectorisé par population, par région. Enfin, et Alter Eco, par exemple, dans le commerce équitable, avait fait il y a 15 ans, ils avaient fait l'empreinte environnementale de leur tablette de chocolat en vous disant, en gros, le plus impactant, c'est pas forcément le cacao qui vient du Pérou en bateau, parce que du coup l'empreinte finalement était assez faible. C'est c'est chacun de nous là quand on prend notre voiture pour aller à la supérette et qu'on fait l'aller-retour, ou que le camion qui vient de Brest par exemple jusqu'à l'endroit où va se transformer le cacao. Enfin, donc à un moment donné aussi, donc en ce moment, c'est sûr que Sur les goodies quand même. Hein. sur les goodies peut-être, mais et encore. Mais ce que je veux dire, c'est que on a le même débat sur des sujets d'approvisionnement en nourriture. On nous dit tout ce qui vient de Chine est mauvais, tout ce qui vient de France est bon. C'est faux. Voilà. Après, clairement, il y a du sens à dire qu'il faut faire du local, du saison, se reconnecter à beaucoup de bon sens. Ça a du sens d'éviter effectivement de centraliser une production en Chine sur 80% de ce qu'on consomme dans le monde. Mais vous prenez les amandes, ces 80% sont produits aux États-Unis. On ne nous dit pas ce qui vient des États-Unis, c'est nul aussi. Enfin, donc il y a vraiment tout un sens. Attention. Enfin, moi, il y a un sujet qu'il faut faire attention, c'est vraiment de rentrer sur les raccourcis. C'est parce que ça vient d'endroits X ou Y, c'est mauvais. Et il y a des endroits où, de toute manière, vous voulez avoir du bon cacao ou du bon café. Enfin, on n'arrive pas à le faire en France à date, quoi. Donc, à un moment donné, il faut aussi, peut-être éviter ces raccourcis. Même si, encore une fois, en ce moment, voilà. C'est comme, nous on a souvent cette expérience-là sur les tournages où on prend un tournage, donc les techniciens n'ont jamais fait de tournage green, rien, c'est tout nouveau pour eux. On va mettre en place plein de choses, plein de démarches, donc du local, du raisonné, on réfléchit sur plein de sujets et on va nous dire ah ouais mais ton téléphone il vient de Chine. Donc à un moment tu dis ok d'accord, mais donc si on prend en effet tout ce qu'on fait a un impact, qu'il soit carbone ou écologique ou social, enfin environnemental, tout ce qu'on fait a un impact. L'idée c'est de le repenser. Et voilà, et je pense qu'il faut mieux avoir un téléphone qui vient de Chine et par contre faire le maximum de choses dans sa vie ou sur son projet plutôt que de se limiter en disant bah non on peut pas parce que de toute façon ça marchera pas vu que voilà. C'est un joli exemple je trouve. C'est un joli exemple ce que vous disiez sur We Love Green, c'est-à-dire que par exemple dans les loges ou dans la nourriture en fait vous apportez une autre solution au lieu de dire c'est pas bien, c'est vous créer des nouvelles solutions qui sont hyper sexy et attractives, qui sont pas ce qu'on a l'habitude de voir parce qu'effectivement d'habitude c'est saucisses frites, c'est coca, là il y a pas ça et pour autant je pense que les gens sont encore plus heureux pendant votre événement. Donc on peut aussi réinventer d'autres choses. Nous on a tenté de mettre du Brace Cola dans des loges de comédiens, ça n'a pas fonctionné. Il y a toujours il y a l'exemple de Migos, un groupe qui était venu et qui, en sortant du festival, a foncé chez McDo. Ça fait partie des choses où là, on a échoué. On a échoué, mais non, effectivement, le message de sensibilisation et le fait de ne pas être culpabilisant non plus, c'est un vrai leitmotiv, un vrai conscience chez nous d'essayer de trouver de nouvelles façons de communiquer, parce qu'en fait au bout d'un moment on communique tous les jours dessus, il faut se renouveler, il faut trouver des nouvelles techniques et donner la parole à différents acteurs de toutes les strates des gens qui travaillent avec nous, aussi aux partenaires, parce que dans un modèle économique où justement vous allez certainement en organisant un événement très peu seront subventionnés, ou en tout cas je l'imagine, puisqu'aujourd'hui les modèles sont différents, donc le modèle économique il est vraiment important. Nous on a 70% de recettes propres et autonomes, et après on a 15% de sponsors et 3% de subventions publiques. Donc pour vous donner une idée, c'est un modèle assez compliqué et effectivement qui nécessite du coup d'avoir la solidarité des festivaliers et qui se repose vraiment sur la billetterie. Et ça fait partie des événements modernes et de nouvelles générations qui ne rentrent pas dans les cases, puisqu'on fait beaucoup de choses et on ne fait pas que du développement de jeunes artistes, on en fait beaucoup, mais on ne fait pas que du francilien, on fait aussi du national, et du coup en ne rentrant pas dans les cases, il faut re-questionner aussi les modèles aujourd'hui d'accompagnement des événements, et surtout sur l'éco-responsabilité, puisque la co-conditionnalité des aides pour les événements éco-responsables n'existe pas encore. C'est un travail qui est en cours avec le Centre national de la musique pour les événements musicaux, et voilà, ça va faire partie des grands sujets du futur, je pense, comment on accompagne les événements pour être plus éco-responsables. Super. On va prendre une dernière question. Désolé pour les questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Que pensez-vous d'un mécanisme de financement vert des événements, c'est-à-dire une éco-participation volontaire sur le prix du billet ?
Alors, Est-ce est-ce vous que la avez- question peut être précisée puisque nous, on a mis un don en place sur la billetterie pour les associations partenaires, Ok. mais je ne suis pas sûre de bien... Ouais, une taxe. Moi, je pense que c'est à l'organisateur de prendre... moi, pense que c'est à l'organisateur d'aujourd'hui d'assumer ses coûts, ou en tout cas d'être transparent s'il doit le répercuter sur le prix du ticket initial, puisque de toute façon, mesurer l'écotaxe supplémentaire, ça veut dire que vous n'avez pas pensé votre événement déjà en ayant un impact, ou avec une réduction d'impact. C'est-à-dire que vous allez utiliser un argent qui va venir en complément pour compenser quelque chose. Ça ne fonctionne pas, je pense, dans la façon dont on crée un événement éco-responsable. Et ensuite, le don, nous, on fait appel au don de nos festivaliers encore, puisqu'on n'a pas la capacité de donner des bénéfices, si on pouvait, aux associations, mais en tout cas, on fait appel à la générosité et ensuite, c'est reversé effectivement directement à des ONG partenaires. Oui. Ce qui est certain, c'est que l'intégrer dans le fonctionnement, c'est bien mieux que de le faire de manière volontaire, parce que ça serait si on dit faut sauver la planète et les gens donnent de l'argent pour. Ça marcherait différemment. On a testé nous plein de fonctionnements de volontariat et malheureusement c'est que la minorité, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas le faire, mais en tout cas il faut l'intégrer et je pense que le fonctionnement d'éco-taxe comme éco-participation peut être intéressant. Après, pour pas non plus trop faire de la ségrégation numérique, je sais pas si vous avez certains dans la salle des questions et vous n'avez pas de smartphone, vous n'avez pas si réussi à vous connecter à Slido. C'est une question à bilan carbone allégé. Exactement, on va jeter le micro. Mais comme c'est filmé et où qu'il faut numériser tout maintenant, mais on le mettra en basse définition parce que du coup on peut réduire par 10 son empreinte environnementale numérique en faisant des vidéos de basse définition. Mais il y a un équilibre à trouver. Après, c'est sûr, c'est comme la capacité de l'œil à avoir une finesse. Aujourd'hui, vous avez des photos qui font 12 mégas. Enfin, on peut zoomer plus loin que l'œil est capable de voir. Donc là, il y a aussi un équilibre à avoir. Mais ça, c'est du bon sens. Mais je crois qu'une bonne partie de notre métier, c'est d'avoir du bon sens au final. Je ne sais pas qui quelqu'un. Enfin, je peux me déplacer. Oui, j'ai une petite question pour Dan-Antoine. On a parlé tout à l'heure des calculateurs, donc Cléo, Adhéré, je ne sais pas comment on le dit, Adhère. Bon. Et en fait, la conclusion a été que c'était un outil de début, mais qui n'était pas spécialement assez fin pour avoir une analyse précise. Donc je me posais la question, vous, dans votre agence, vous avez votre propre calculateur que vous avez développé avec... Non, je crois qu'il faut arrêter de développer des outils et utiliser ceux qui existent. Il y a toute une offre de toutes les tailles. Et pour répondre à la question, dans notre métier, c'est le ça dépend. On est dans du prototype. Donc pour un événement récurrent comme le congrès HLM, c'est très utile puisque ça nous permet de mesurer et de voir où on en est et vous dire, comme tout à l'heure, je vous disais, les bols en bambou, c'était peut-être une bonne idée, mais pas rentable, alors que la moquette, c'est là où il faut concentrer son énergie ou dans les transports, là où il y a des vrais postes, et voir et mesurer les effets et de se dire qu'en 3 ans, on a réussi de baisser de 40% l'impact de l'événement. Ça, c'est bien. Après, qu'est-ce qu'on apprend de ces calculateurs? On apprend des process, on apprend des réflexions qu'on a souvent sur des événements, pas le temps de mettre en œuvre, mais nos process sont déjà là, puisqu'ils ont été acquis grâce au congrès HLM, par exemple. C'est notre laboratoire. Donc, quand on a la pratique, quand on a l'habitude, on sait que réduire le transport, utiliser tel produit, tel matériau, telle réutilisation, on n'en a pas parlé. Nous, par exemple, 100% de ce qu'on met sur scène, on sait avant l'événement où il partira après. On sait qui va le récupérer, on sait ce que ça va devenir. Donc, c'est des automatismes que nous avons mis en place grâce aux outils de mesure, grâce aux calculateurs. Donc, il n'y en a pas un, il y en a plein. Ne vous surdimensionnez pas. Ne prenez pas une usine à gaz. Par exemple, Cléo, c'est génial comme outil, puis ça met en perspective. Ce n'est pas adapté à un séminaire ou à une journée de team building en interne d'une entreprise. C'est surdimensionné. Par contre, il y a des petites calculettes sur les sites. Il y en a sur le site du Sympaz. Il y en a plein à disposition. Good Planet, etc. Donc, voilà, ça vous permet de mesurer rapidement l'événement.
Je vous propose de continuer cette discussion pour finir le café, parce qu'il faut le finir, sinon bon, il est fini apparemment, donc désolé. Il reste quelques viennoiseries et j'en profite pour remercier vraiment nos intervenants. Ils ont été super et on peut les applaudir.